Salut, salut et bienvenue chez Gridmatech. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale par rapport à d'habitude pour vous présenter le gros chantier, si je peux le dire ainsi, sur lequel je me suis lancé, à savoir voilà, faire des visuels un petit peu différents par rapport à d'habitude. Maintenant, vous le savez, ça fait quelque temps que j'ai mis en place le projet Widmatech. Je me suis lancé le défi d'apprendre en autonomie euh, des domaines techniques assez pointus quand même. Euh, et, et donc, ça fait 22 semaines consécutives. Contrairement à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, ça fait effectivement 22 semaines consécutives à ce jour que je me suis plongé dans le matériau béton. Et voilà, cette semaine, la semaine dernière, on a vu un petit peu les notions de durabilité. Et donc, cette semaine, c'est les menaces du béton. Donc, tout ce qui peut menacer le béton dans son environnement. Voilà. Et donc, pour, euh, pour mettre en place tous ces graphismes qui demandent quand même pas mal de travail, je suis parti comme d'habitude de documents techniques de référence. Je l'ai déjà dit. Donc, ce sont des documents techniques de référence très denses que je synthétise. Et à partir de là, euh, dorénavant, je crée des graphiques pour que ce soit plus clair. Donc, je crée des graphiques et des fiches visuelles pour rendre le sujet accessible, tout simplement. Je vous propose dans cette vidéo de faire un tour complet du travail de cette semaine euh, pour qu'on puisse voir ensemble tout ce que j'ai abordé et, et par la suite, je vous donnerai mon ressenti. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on fera dans ce travail. Et voilà, donc maintenant que j'ai fait le tour, on passe à la suite. Let's go.
Alors maintenant que j'ai fini de vous présenter le travail avec les graphiques, j'espère que c'est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus clair, contrairement à ce que je faisais avant où, après avoir fait ma synthèse des documents, je tapais voilà, du traitement de texte et puis j'affichais à l'écran sous forme de texte. C'était un petit peu prenant, c'était un petit peu voilà, délicat en matière de lecture. Et donc j'ai décidé dans ma nouvelle formule de passer avec des graphiques. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus attractif tout en gardant le côté technique du sujet. Voilà. Donc j'espère que la diapo, en tout cas que la présentation, voilà, vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, quel que soit le moment où vous verrez le travail que je fais ici. Alors le premier grand thème que j'ai décortiqué, euh, c'est l'ennemi numéro un du béton armé. Je parlais bien du béton armé. La corrosion des aciers. C'est son ennemi numéro un. Alors c'est vrai que même moi, jusqu'à présent, j'avais tendance à croire que l'acier est à l'abri dans le béton. Alors il paraît que c'est un petit peu vrai au début, notamment grâce au milieu très alcalin, très basique, qui crée donc une couche de protection. Et c'est ça qu'on appelle la passivation. Donc on a dans ce phénomène de passivation qui permet dans un premier temps de protéger l'acier dans le béton. Alors mais j'ai pu voir durant ce travail, et d'ailleurs j'ai mis en image les deux grands phénomènes qui cassent cette protection. D'un côté la carbonatation, je l'ai expliqué sur une des images, la carbonatation où le CO2 de l'air va s'infiltrer petit à petit et va faire chuter le pH aux alentours de 9 et en dessous. Et de l'autre côté, l'attaque des ions chlorure qui vient du sel des verglaçages ou de l'eau de mer. J'ai modélisé tout ça et du coup les réactions chimiques, l'impact de l'humidité relative, le seuil critique d'amorçage à ne pas dépasser ont également été abordés. Et surtout les conséquences physiques comme l'éclatement du béton à cause de la rouille. Je pense que c'est un dossier super complet et je ne m'attendais pas honnêtement à ce qu'il soit aussi riche. Et j'ai beaucoup appris. Et le but de ma démarche, en fait, c'est de toujours comprendre d'où viennent les choses. Dans le cas où je rencontrerai dans le futur, quand je passerai au niveau des calculs, quand je rencontrerai des formules, ou notamment dans le cas précis, par exemple, on me parlerait de pH supérieur à 9, je comprendrai d'où vient cette valeur et pourquoi. Moi, j'aime toujours savoir d'où viennent les choses et donc cette démarche de notion générale vise justement à corriger ce problème ou en tout cas à me permettre de mieux comprendre la phase calcul euh, voilà, à travers des notions générales voilà, qui me permettent de savoir d'où vient le béton, comment il se comporte, etc. Et aussi une part de chimique, même si je ne suis pas un spécialiste. Et les puristes euh, viendront peut-être m'apporter des éclaircissements sur certains points chimiques. Mais en tout cas, j'ai abordé tout ça, j'ai essayé de mettre tout ça au niveau des graphiques pour que ce soit aussi très lisible pour les uns et les autres. Voilà, donc comme je disais, on a la passivation. Pour résumer rapidement, donc, on a dans la passivation qui est un phénomène qui permet de protéger l'acier dans un premier temps. Et puis on a ces deux ennemis, on peut le dire, qui sont la carbonatation et les ions chlorure. Voilà. Et ensuite, je me suis attaqué à un autre problème, l'eau. Lorsque l'eau devient une menace. Évidemment qu'on a besoin d'eau pour faire le béton. Ce que je ne savais pas moi-même, c'est que l'eau devient aussi une menace à un moment donné. C'est-à-dire que le béton peut être confronté à des eaux agressives, des acides ou même des eaux très pures qui viennent notamment lessiver ou abîmer la pâte de ciment. C'est ce principe-là, c'est ce phénomène qu'on appelle la lixiviation
on voit là que l'eau n'est pas juste un simple vecteur, hein, tout simplement. Il peut aussi devenir un véritable agent de dégradation à elle toute seule. Voilà, vous voyez que je suis moi-même, je suis le premier surpris de constater que l'eau dont on a besoin pour, euh, pour faire, euh, pour faire du beton devient à un moment donné un problème pour ce même beton. Voilà, c'est vraiment peut-être une leçon de la vie, quelque part, entre guillemets. Alors, une fois que j'ai parlé de l'eau qui devient un problème à un moment donné pour le beton, il y a aussi une stratégie défensive qui doit se mettre en place, c'est-à-dire que euh, la compacité du matériau, moins le béton est poreux, moins les agents agressifs y pénètrent. J'ai donc schématisé l'importance d'un rapport au ciment faible, d'une bonne granulométrie et d'une cure soignée au moment du coulage. Et j'en parle tout le temps ici. Voilà. Tous ces éléments que je viens de citer sont super importants pour un ouvrage de qualité. Alors, l'autre dossier auquel je me suis attaqué, c'est le gel. Quand l'eau gèle dans les pores du béton, elle augmente de volume et crée des pressions internes énormes. Mais ce que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est que ce n'est pas juste une question de dilatation. C'est surtout un jeu de pression hydraulique et osmotique. J'expliquerai osmotique tout à l'heure. Donc c'est surtout un jeu de pression hydraulique et osmotique qui finit par dépasser ce que le béton peut supporter. Et si on ajoute à ça des sels de déverglaçage sur les routes, ça crée donc un choc thermique qui accélère les dégradations en surface avec l'écaillage ou à l'intérieur avec le feuilletage. Alors, sur mes graphiques, j'explique comment on contre-attaque, notamment avec des entraîneurs d'air. Les entraîneurs d'air, en fait, il paraît que ce sont des additifs qui créent des millions de microbules dans le béton pour servir de chambre d'expansion à l'eau qui est en train de geler. Alors ça, ce principe de changement de chaleur, c'est de la thermodynamique, tout simplement. Alors, pour faire simple, pour ceux qui n'ont pas fait de thermodynamique, c'est simplement, c'est une branche de la physique qui traite des changements de chaleur, les enthalpies et tout ça. Je ne vais pas revenir dessus, c'est très très technique. Donc voilà, donc c'est vraiment, la thermodynamique, c'est vraiment, voilà, tout ce qui traite de chaleur, changement de chaleur et autres, pour faire simple. Voilà. Et donc tout à l'heure, j'ai parlé de pression osmotique, pression hydraulique et pression osmotique dans le béton. La pression osmotique, c'est un phénomène lié à un déplacement de l'eau à travers les pores du matériau lorsqu'il y a une différence de concentration au niveau des substances. Alors le principe est simple. Le béton contient un réseau de pores rempli d'eau. Si deux zones du béton présentent des concentrations différentes en sel ou en produits chimiques, l'eau tend à migrer vers la zone la plus concentrée. Ce déplacement crée alors ce qu'on appelle la pression osmotique. Ça, c'est pour faire simple. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça euh, au niveau du gel. C'est ce que je pouvais un peu faire comme résumé au niveau du gel de l'eau. Et enfin, l'autre élément majeur aussi, j'ai bouclé mon travail avec des pathologies internes et les milieux spécifiques. Alors, on a notamment l'alcali réaction, cette fameuse peste du béton. On le présente ainsi comme une peste du béton qui se déclenche quand on a de la silice réactive dans les cailloux. Je pense que j'ai bien résumé au niveau des graphiques. Donc, lorsqu'on a des silices réactives dans les cailloux, des alcalins dans le ciment ou de l'humidité. Et donc, c'est sans doute le phénomène le plus, on peut dire, le plus sournois. Pourquoi? Parce qu'il ne demande aucun apport extérieur. Simplement, ça peut mettre des décennies avant de se manifester. Donc, on voit que euh, euh, l'alcali réaction, en fait, contrairement peut-être à d'autres phénomènes, ne nécessite aucun apport extérieur. Tout se passe à l'intérieur.
uniquement avec de l'eau, l'eau dont on a besoin pour faire le ciment. Donc, vous voyez à quel point c'est... on présente cette pathologie comme étant une peste du béton. Et ça se comprend parce que euh, euh, un élément qui est essentiel pour constituer le béton devient à un moment donné, sans qu'il y ait quoi que ce soit venu de l'extérieur, devient à un moment donné un sérieux problème pour ce même béton. Il a ce côté sournois qui ne se manifeste pas tout de suite, mais qui à long terme peut créer beaucoup de problèmes. Voilà. Et j'ai aussi traité tout ce qui est agression spécifique de l'eau de mer avec ces trois zones d'exposition où, je peux le dire paradoxalement, c'est la zone de marnage, ce qu'on appelle la zone de marnage. C'est celle qui alterne immersion et immersion, qui est la plus agressive. Alors que même moi, une fois de plus, je pensais que la zone la plus agressive se trouvait immergée dans l'eau. En fait, pas du tout. Il paraît, d'après ce que j'ai lu, que la zone la plus agressive, c'est celle qui va alterner entre l'immersion et l'immersion. Ça, j'ai vraiment appris quelque chose cette semaine et c'est très étonnant. C'est très très étonnant. Voilà, donc, et maintenant pour finir, le gonflement interne sulfacique qui arrive quand un béton massif monte trop haut en température pendant qu'il durcit en phase de jeunesse. Voilà. Donc, ce sont des sujets, enfin, tous ces, tous- toutes ces thématiques sont des sujets très techniques, mais indispensables pour comprendre la vraie vie, pardon, des ouvrages d'art. Voilà. Donc là, en fait, là, j'ai un processus vraiment d'apprentissage. Voilà, je vais vraiment au fond des choses. J'essaie de comprendre le comportement de chacun. On a vu tout ce qui est passivation avec ses ennemis. On a vu tout ce qui est alcali-réaction, tout ce qui est gel-dégel voilà, de l'eau et tout ce qu'on a cité. Voilà, donc tous ces paramètres permettent de mieux comprendre ce matériau. Euh, J'y tenais et je suis content de pouvoir apprendre autant de choses. Donc voilà un peu en gros le résumé de cette semaine de travail. Et donc tous ces graphiques voilà, permettent d'avoir un côté visuel beaucoup plus intéressant. Et voilà, donc maintenant je disais que je vais donner un petit ressenti. Ce qui me frappe au final, en fait, c'est que tous ces mécanismes que j'ai pu parcourir, qu'on a vu là, même s'ils sont différents, que ce soit visuellement ou même concrètement, c'est-à-dire voilà, dans la pratique, même s'ils sont différents, tous ces mécanismes ramènent à un même levier de prévention, à savoir un béton compact, un béton peu poreux, un rapport au ciment maîtrisé, une formulation adaptée à l'environnement et, pour finir, une mise en œuvre soignée. Et ça, c'est vraiment le fil rouge de cette thématique. C'est vraiment le fil rouge. Donc, ce travail de synthèse, c'est le cœur vraiment c'est le cœur de ma nouvelle stratégie au niveau du rendu visuel pour apprendre d'abord moi-même, tout en faisant des recherches et des graphiques et autres, tout en apprenant et aussi en vous partageant tout ce que j'apprends de façon claire et propre. Et comme toujours dans cette démarche d'autodidacte, c'est un travail vivant. Donc, si vous repérez une coquille ou un détail à affiner, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Une fois de plus, quel que soit le moment où vous allez voir cette vidéo. Donc ça fait partie aussi du jeu. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, euh, je vais m'attaquer à une étape encore plus intéressante, je l'espère, et ainsi de suite. Et là, on s'achemine vraiment vers la phase des calculs tout doucement. Voilà, tout doucement, on arrive à la fin des notions générales. On commence à attaquer la phase des calculs. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans ce travail de cette semaine voilà, qui était vraiment intéressant. Ce que j'ai appris et notamment la nouvelle stratégie que je mets en place qui est quand même plus difficile, c'est-à-dire les graphiques et tout ça, qui demande plus de travail et plus de sacrifices.
mais qui à la fin fait quand même un rendu intéressant et attrayant. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc une fois de plus, merci de votre présence, merci de m'écouter. Euh, voilà, donc n'hésitez pas en commentaire, une fois de plus, quel que soit le moment où vous verrez la vidéo, d'apporter un plus, d'apporter des remarques constructives pour les plus puristes, notamment en termes de chimie ou même en termes pour les professionnels du béton. N'hésitez pas à apporter vos conseils sur le travail que j'effectue ici. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire dans cette semaine de travail. Merci à vous de m'écouter, merci de me suivre, merci pour les anciens et pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure humaine semaine après semaine sans aucune interruption. Voilà, donc merci, bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.